Donc, je vais essayer de vous interroger sur trois grandes questions. Évidemment, libre à vous d'y répondre ou pas y répondre, d'y répondre comme vous voulez. La première question, moi, qui m'intéresse, et je vais peut-être la poser à Jacques Lançon, c'est pourquoi vous, en tant qu'élu, mais c'est une question qui est pas pour les autres, pourquoi vous avez fait le choix de l'agriculture biologique pour protéger, pour reconquérir la qualité de l'eau? Pourquoi ce choix de l'agriculture biologique? Qu'est-ce qui vous a motivé, vous? Déjà, face à la profession agricole qui, par rapport à notre objectif de reconquête de la qualité de l'eau, se refusait à imaginer la sanctuarisation de surfaces qui étaient actuellement en agriculture, et qui disait on ne va pas laisser ça en prairie, s'enfricher, devenir boisé, alors que la population mondiale a tant besoin de production alimentaire. Donc il y avait un argument des agriculteurs qui souhaitaient voir ces surfaces consacrées quand même à de la production. Et d'une part. D'autre part, la ville de Lons a eu cette opportunité, c'est que, bon, moi j'y peux rien, mais en 1973, j'intégrais une fonction professionnelle, c'est-à-dire de conseiller pour l'agriculture biologique sur le département du Jura. Donc quelque part, en 1989, quand je me suis retrouvé à la ville de Lons-Saunier, il me semblait bénéficier d'une compétence à mettre au service de la collectivité. Donc la représentante, le député maire et rappelons-le, qui m'a délégué ici en tant que président de l'Association des maires de France. Donc, quelque part, c'est aussi ce rôle important, c'est une représentation très forte que la reconnaissance de ce qui se passe à Lons-Saunier au niveau national comme expérience vis-à-vis de la protection de l'eau. Donc, ces diverses et multiples raisons nous ont fait nous tourner vers, bien sûr, l'agriculture biologique avec des agriculteurs, il y en a quand même sur le Jura environ 80 qui pratiquent cette méthode depuis de longues années et qui ont fiabilisé, rendu cette solution particulièrement pertinente et réaliste, puisque cela fait des décennies que des agriculteurs non seulement expérimentent, mais pratiquent et assurent et démontrent la faisabilité économique de ces filières, répondant à une demande de la population. Donc, d'une part. D'autre part, la réactivité en tant que collectivité. La ville de Lons a gardé en régie son service des eaux et sa restauration municipale, et ça lui a donné une capacité de réactivité très forte. Cela ne veut pas dire que lorsque les collectivités ont délégué, il n'y a aucun pouvoir sur la protection des captages, la gestion et la restauration municipale pour autant, mais cela veut dire que les collectivités qui ont gardé ces domaines en régie directe ont la responsabilité de faire la démonstration du possible. Et ce sont cet ensemble de raisons qui nous ont fait nous orienter vers cette solution agriculture biologique qui maintenant est fixée dans le cadre d'une DUP, déclaration d'utilité publique. Plus de 50 hectares sont, j'aime pas le terme de figés, parce que la vie c'est la souplesse, c'est l'adaptation, mais ils sont définitivement consacrés à des pratiques respectueuses de la qualité de la vie à proximité de ces captages. Je vous remercie. On va revenir tout de suite sur cette question sur les outils que vous avez mis en œuvre, qui ont été pas mal débattus dans l'atelier de coopération notamment, sur jusqu'où a-t-on droit et la prise de risque des collectivités pour oser faire des choses avec des outils qui n'existent pas ou des outils qu'on invente. Ça, c'est un point de matérialisation de votre volonté politique. Alors, votre voisin, effectivement, même question. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, dans votre registre, puisque c'est le parc naturel régional de la Vénois, donc c'est une autre dimension, c'est au-delà de la commune, pour utiliser l'agriculture biologique. Je pense qu'en fait, avant d'être le créateur et fondateur du parc, je suis président d'un syndicat d'eau qui est en régie et qui réunit à peu près 600 communes rurales et qui distribue 32 millions de mètres cubes d'eau. Et le diagnostic, il est simple, c'est que
d'année en année, on était obligé de fermer des champs captants, des fourrages, avec des taux de nitrate à plus de 100 mg dans le Cambrésis, dans l'Artois et ailleurs. Et on s'est aperçu que malgré les efforts qu'on pouvait faire ici ou là, dans l'agriculture conventionnelle, orientée bio, etc., ça ne donnait pas les résultats escomptés. Donc le diagnostic il a été clair, que si on voulait préserver nos champs captants, il fallait inciter au maximum les agriculteurs à faire du bio. Et que c'était la seule vraie solution pour protéger les champs captants. Je crois que c'est la réalité première. Ceci dit, évidemment, les résultats, on ne les a pas du jour au lendemain, mais ça veut dire quand même que avec l'accord, l'appui, on va dire, d'une minorité agissante, c'est-à-dire le Gap Nord, par exemple, bon, c'est-à-dire un certain nombre d'élus qui sont à l'avant-garde, qui font avancer les choses, ça existe. Bon, et puis quelques citoyens qui nous piquent les fesses, finalement, on est arrivé à ce que les choses, elles évoluent positivement. Ça veut dire que dans le territoire d'abord de 8 communes au sein du parc, 8 communes rurales, donc c'était modeste, on a fait la démonstration avec l'appui de l'agence de l'eau qu'on pouvait obtenir des résultats. Mais par rapport à ce que j'entends depuis ce matin, ok, les agriculteurs, c'est vrai, bon, mais je pense que si on veut réussir culturellement, il faut vraiment mettre toute la population et toutes les forces vives du territoire dans le coup. Parce que sinon, vous arrivez à un blocage psychologique où on stigmatise en permanence les agriculteurs, et puis on n'avance pas. Donc, je crois que la solution, à mon avis, qui permet de faire avancer les choses, c'est vraiment qu'il y a une dynamique territoriale qui est engagée avec l'ensemble des forces vives du territoire, les agriculteurs et tous les autres. C'est-à-dire que si les élus commencent à dire peut-être qu'il faudrait que je réfléchisse pour le zéro phyto, si on commence à sensibiliser les artisans ou les jardiniers du dimanche qui consomment des paquets de phyto, et bien à partir de là, les agriculteurs ne se sentent plus les seuls impliqués ou on va dire mis au banc de la société, mais au contraire se disent on est tous ensemble pour faire avancer les choses. Et à partir de là, je veux dire qu'en tant que distributeur d'eau publique, j'insiste là-dessus, une régie, ça a du sens, ça veut dire que eh bien aujourd'hui on est en capacité de distribuer de l'eau dans les territoires où on a dû fermer les forages. Dans le Cambrésis, dans le sud-ouest du Valencénois, on était à 100-110 mg de nitrate par litre. Bon. Et je peux dire aussi qu'au bout d'une dizaine d'années de cette action, on a remis en exploitation des forages parce que les taux de nitrate étaient redescendus en dessous de 50. Donc ça prouve bien qu'il y a une relation entre l'action qu'on a menée et puis les résultats tels qu'on les perçoit aujourd'hui. Merci. Donc, je vais continuer en montant dans l'échelon territorial et en même temps, peut-être qu'il y a des points communs entre nous, notamment la régie en direct. Le strat, pareil, qu'est-ce qui fait que, alors, dans un mouvement parisien particulier, parce que je vous expliquerai, vous avez fait le choix de l'agriculture biologique sur un secteur captant particulier pour effectivement préserver la ressource en eau qui était fortement intéressée par la production agricole. Merci, bonjour. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes. D'abord, nous avons fait aussi le choix d'un retour en régie. Je ne sais pas s'il y a un lien précis entre les trois opérateurs en régie. La régie Haute-Paris existe maintenant depuis 3 ans et demi, donc on est une toute jeune régie. Et on a l'ensemble des métiers, du captage jusqu'à la facturation. Et on voit néanmoins qu'au-delà, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, au-delà de l'intérêt à avoir une gestion publique pour la ressource en eau et pour l'efficacité du service, ça donne quand même une force supplémentaire, en tout cas là je
parisienne, parce qu'elle a son opérateur unique, direct, qui met en œuvre les orientations municipales, et c'est quand même beaucoup plus simple que lorsqu'on a une délégation de service public. C'est un des arguments, pour moi aussi, qui je pense, devrait plaider pour un opérateur public, et surtout dans le cas parisien, avant on avait trois délégataires. Donc on est en acteur public sur un territoire qui est en fait très vaste, parce qu'on a 50% haute surface, 50% eau souterraine à peu près, qui alimente la capitale, sachant que toutes nos sources viennent en dehors du territoire parisien. Donc c'est vrai qu'on a aussi un sujet territorial à mener et à conduire, parce qu'on prend l'eau sur les territoires qui parfois de plus en plus contestent le fait que Paris prélève de l'eau sur ces territoires. Et pourquoi on en est venu, sans détailler les mesures, parce que ça sera la deuxième question, si vous avez compris, pourquoi on est venu à privilégier le bio, parce que déjà, on a un vrai sujet de pollution diffuse sur nos eaux souterraines. Si je donne quelques chiffres, à peu près 200 000 hectares pour l'aire d'alimentation de captage, 63% de cette surface en SAU, et on est dans un bassin parisien qui, pour certaines zones, très fortement soumis à la pression de pollution diffuse, pollution agricole, puisque, vous savez, c'est notamment la Beauce, c'est de l'agriculture fortement intensive. Et on a dû construire 4 usines de traitement d'eau souterraine ces dernières années pour répondre à la directive de l'eau, directive 4 de l'eau, répondre aux normes européennes. C'est à peu près 150 millions d'euros payés par le facteur de l'usager parisien. Et ce n'est pas uniquement pour les pesticides, mais enfin, si on fait un petit calcul pour le mètre cube, c'est quand même 10 centimes d'euros uniquement pour le traitement des pollutions. Et à peu près, ça représente à peu près 20% du coût de production. Et si on devait faire la même chose pour les nitrates, eh bien, ça serait encore 20% du coût de la production. Donc on est quand même aussi dans un sujet économique. C'est dans quelle mesure la facture de l'usager devra toujours supporter le coût du traitement des pollutions diffuses. Donc dans une logique que ici je n'ai pas besoin de développer, qui est il vaut mieux faire la prévention et donc plutôt faire du préventif plutôt que du curatif, on est très clairement on s'inscrit dans le long terme. Parce que ça, on n'a pas un retour quand même immédiat sur les 3 ans, eh bien, on a voulu privilégier l'agriculture biologique sur des aires de captage, et j'y reviendrai, sachant qu'on a quand même tout un ensemble d'outils. C'est vrai que Paris, depuis des années, est déjà engagé sur des baux environnementaux, sur l'acquisition foncière. On vous l'avait dit récemment même sur la structuration de filière, j'y reviendrai, mais c'est vrai qu'on a voulu passer à une étape supérieure en favorisant l'agriculture bio, parce que c'est celle qui protège le mieux la ressource en eau, c'est aussi celle qui protège le mieux les milieux. Donc nous, dans une logique territoriale, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que si en protégeant la ressource en eau pour les Parisiens, on permet aussi une plus grande biodiversité sur les territoires et sur les sites sur lesquels nous sommes implantés. Ça, c'est un discours qui ne passe pas toujours très bien, mais qui, je pense, est un discours d'intérêt général, qui est qu'on protège aussi les milieux et la ressource pour tout un territoire et pas seulement pour Paris. Ça peut être aussi créateur d'emplois. On l'a vu hier. Donc, moi, je considère que développer l'agriculture biologique, même si, mais ça c'est Marion qui m'a rappelé hier, 4% de la SAU en France, 7% de l'emploi. Donc on le voit, en tout cas, ça peut être aussi une aide au maintien de l'activité agricole. Et donc, pour toutes ces raisons, il y a eu une volonté politique de développer l'agriculture biologique. Et sachant que ce n'est pas toujours simple, mais ça sera là pour une fois.
Benoît Biteau, au niveau du conseil régional, alors là je pense que tu ne vas pas contredire tes collègues. Je suppose que l'attention au financement public, du coup, pour la santé, à la question de l'environnement, tout ça, évidemment, c'est des moteurs. Alors, la spécificité du conseil régional, c'est quoi par rapport à cette motivation à l'agriculture vidéo? Tu peux le mettre au pluriel, la spécificité du conseil régional. Déjà, peut-être mettre l'accent sur la différence avec les différents intervenants avant moi, c'est la dimension de compétence. C'est-à-dire que les différents intervenants interviennent sur l'eau parce qu'on leur a délégué des compétences sur la problématique de l'eau. Il s'avère qu'à l'échelon régional, la compétence de l'eau ou la compétence de l'agriculture, puisque aujourd'hui on parle d'agriculture biologique, n'est pas une compétence du conseil régional. En revanche, les compétences d'un conseil régional, sans les énumérer tous, l'enseignement, les transports ferroviaires, le développement économique. Quand on est dans une région comme la région Poitou-Charentes, avec une forte dimension rurale et donc une forte dimension agricole, et qu'on parle de développement économique, on ne pouvait pas occulter la problématique agricole dans les politiques régionales. Et donc, la question a été de se poser comment est-ce qu'une région comme la région Poitou-Charentes va s'engager sur la question de l'agriculture et vers quel modèle agricole va-t-elle faire le choix de s'engager. Et donc, on commence par se poser des questions. Ces agriculteurs qui veulent nourrir 9 milliards de personnes en 2050, comment est-ce qu'ils vont réussir à nourrir 9 milliards de personnes en 2050 avec la forte dépendance au pétrole qui est la leur. Je rappelle souvent, je suis désolé pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter, je rappelle souvent le chiffre que avance mon ami Dominique Soltner, qui dit que pour faire une unité d'azote, il faut 2,4 litres de pétrole. Sur la production majoritaire en Poitou-Charentes, qui est la production de maïs, les maïsiculteurs utilisent à peu près 250 unités d'azote pour produire 1 hectare de maïs. Donc avant de commencer à tourner la clé du tracteur, on est sur une utilisation du pétrole, donc on épand, sur une image concrète, on épand entre 600 et 1000 litres de pétrole à la parcelle pour commencer à produire. Donc comment est-ce que c'est ce modèle-là qui veut nourrir l'humanité, puisqu'ils n'ont pas moins que ça comme ambition, va-t-il s'en sortir pour nourrir 9 milliards de personnes avec une dépendance à une ressource qui, si j'ai bien tout compris, dans les prochaines décennies, va à défaut d'être très rare, en tout cas être très chère. Comment est-ce qu'une agriculture qui mobilise 10 milliards d'euros à l'échelon national via les aides PAC, qui externalise les coûts de ces dégâts, et en particulier sur la ressource en eau, et j'aime bien citer et faire référence au travail du Conseil général de l'environnement et du développement durable, qui nous dit que pour retirer les productions agricoles de la ressource en eau, une fois qu'elle est contaminée par des pesticides ou des nitrates, ça coûte, ou ça pourra coûter demain aux usagers de l'eau, la bagatelle de 54 milliards d'euros par an. J'avais cru comprendre que l'argent public se faisait rare, et pourtant on continue avec 10 milliards d'euros à accompagner un modèle agricole qui, sur la ressource en eau, va coûter demain aux usagers 54 milliards d'euros par an. La question pour un conseil régional qui voit passer sur son territoire, via la PAC, 660 millions d'euros d'aide publique, puisque c'est l'enveloppe publique destinée au soutien de l'agriculture en Poitou-Charentes, et de savoir comment est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt engager ces 660 millions d'euros sur la région Poitou-Charentes, où les 10 milliards d'euros sont réfléchis à l'échelon national, vers des pratiques agricoles qui vont, et ça rejoint le préventif plutôt que le curatif dont nous parlait Nostra il y a 2 minutes, ça rejoint l'idée que si on utilise bien ces 10 milliards d'euros à l'échelon national et ces 660 millions d'euros à l'échelon régional, on peut peut-être faire l'économie de 54 milliards d'euros à l'autre bout. Donc ça pose la question de la cohabitation avec le reste des citoyens et donc de la dimension sociétale du débat agricole, c'est-à-dire qu'il faut sortir d'une logique de construction d'un modèle agricole qui soit un débat agricole juste entre acteurs de l'agriculture et occulter que l'agriculture touche en France 10 milliards d'euros. Occulter le fait que l'agriculture occupe 70% de l'espace, par exemple. C'est quand même l'activité économique qui, de loin, occupe ou prend le plus de place dans nos espaces vitaux. Et donc se demander, et ça nous renvoie tout de suite sur la problématique de l'eau, est-ce que l'agriculture n'a pas de compte à rendre à la société civile quand elle occupe autant d'espace et que les activités réalisées sur ces espaces impactent la ressource en eau, mais impactent aussi d'autres acteurs économiques
pour faire le lien avec la visite qu'on a fait hier chez Sophie Sury, ostréicultrice sur la ligne de Ré, on est sur des pratiques agricoles qui, en Poitou-Charentes, je le répète, touchent 660 millions d'euros. Une petite parenthèse, le budget de la région pour faire du transport en commun, pour faire des lycées, pour faire du développement économique, c'est 685 millions d'euros. Donc à quelques dizaines de millions d'euros près, on est à peu près sur les mêmes bases, sauf que d'un côté, il n'y a qu'une activité, c'est l'agriculture, de l'autre côté, il y a toutes les compétences de la région. Donc vous voyez le poids de tout ça. Bien, l'ostréiculture depuis 5 ans observe dans son élevage des mortalités de coquillage qui atteignent 80-90% de mortalité. Et l'explication, malheureusement, elle est tout simplement dans le non-respect des autres acteurs qui peuvent avoir besoin de l'eau par l'agriculture et presque exclusivement l'agriculture. Et je fais souvent cette anecdote-là, je vous invite à imaginer si sur une ferme chez un éleveur, 80% des porcs, ou 80% des moutons, 80% des chèvres mourraient à cause des activités voisines d'un autre acteur économique. Je vous laisse imaginer l'état des préfectures, des drafts, M. de Guénin, voilà. Donc je trouve que